Le moment est maintenant venu de recevoir notre invité politique. Jean-Jacques Brault, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, au fil des transferts de compétences, l'État est de moins en moins impliqué dans la vie du pays et pourtant, vous vous occupez de beaucoup de choses. Alors, finalement, c'est quoi réellement votre champ d'action ? Que l'État soit moins occupé dans la vie du pays me paraît aller vite en besogne, je pense. Vous avez moins de compétences quand même que par le passé. Strictement dit, juridiquement parlant, c'est absolument exact. Ce sont des transferts qui sont prévus, exécutés, contrôlés. Tout ça est absolument normal. Mais comme le rappellent très régulièrement les hommes et femmes politiques ou les responsables associatifs ou syndicaux, le besoin d'État demeure très important. Non seulement de par sa fonction arbitrale, mais comme partenaire. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'un autre aspect de la loi organique du 19 mars 1999 prend tout son sens, l'article 2, qui dit bien que le haut-commissaire est dépositaire des pouvoirs de la République. Une sorte de devoir d'ingérence, finalement. Je ne dirais pas cela, mais devoir de vigilance, sans doute, devoir de disponibilité, certainement, à l'égard des personnes, des institutions qui se tournent vers le représentant de l'État. Devoir de disponibilité, oui, et d'impartialité. Et puis il y a un autre aspect, l'État injecte toujours des milliards en Nouvelle-Calédonie. Vous vous sentez comptable en quelque sorte du bon usage des deniers publics ? Non seulement je me sens comptable, je dirais par goût personnel, par formation, mais aussi par obligation professionnelle. Ça fait partie, ce qu'on appelle le contrôle budgétaire, mais en lien naturellement avec le directeur des finances publiques et le président de la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie. C'est un devoir du haut-commissaire de veiller au bon usage des deniers publics, bien entendu. Je me suis déjà exprimé sur certains sujets, sur d'autres, c'est un peu le devoir de vigilance, d'accompagnement. Par exemple, lesquels vous dites sur d'autres ? Eh bien, sur un autre sujet qui préoccupe, à juste titre, les membres du gouvernement comme le représentant de l'État, le financement de Medipol et aussi la présidente du CHT. Voilà un sujet où nous sommes tous mobilisés. Quand vous dites, pardon, le CHT, ça veut vous parler notamment des dettes de Wallis et Futuna. Alors là, c'est un des aspects de la chose. La dette que l'État, en vérité, le ministère de la Santé, au titre de l'agence de santé de Wallis et Futuna, a une dette assez importante à l'égard du centre hospitalier territorial. Mais au-delà de ça, ce qui est important, il y a le financement de l'investissement lui-même du Medipol, sans parler même du fonctionnement, mais de l'investissement qui nécessite des efforts d'autant plus importants de recherche, de financement, que le système bancaire local n'a pas joué le jeu. Donc voilà, il y a de l'argent public parce que l'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont pris leurs responsabilités. Donc, naturellement, j'accompagne, et c'est absolument normal, le travail du gouvernement. Et c'est suivi des faits aussi, votre accompagnement ? Là, il y a des négociations en cours qui sont très importantes et parfois on négocie à quelques dizaines de pourcentages parce que chaque taux d'intérêt se négocie. Donc je ne peux pas révéler les choses, mais c'est un travail très important. Vous évoquiez tout à l'heure la Chambre territoriale des comptes qui fait régulièrement des préconisations. Là encore, est-ce que ces préconisations permettent d'avancer ? Oui, elles le permettent incontestablement dans la mesure où ceux qui bénéficient de ces conseils, non seulement de ces observations, de son contrôle, mais il faut le vivre aussi comme des conseils, en tirent des conséquences. J'en veux pour preuve récemment les initiatives prises par la province Nord par rapport à ces sociétés d'économie mixte, et notamment la Sofinor, qui les a réorganisées dans un sens correspondant aux préconisations de la Chambre. Donc vous voyez, c'est un travail permanent, un dialogue entre cette institution très importante et les collectivités du pays. Alors l'actualité s'impose aussi à nous avec ce fait divers hier où il y a une fois encore des coups de feu qui ont été tirés contre une personne, c'était à Nouméa. Alors où en est très concrètement le décret sur la restriction des ventes d'armes promis avant la fin de l'année par le ministre des Outre-mer ? Alors il progresse, mais ce fait divers s'ajoute à d'autres, si vous voulez. Et ça devient proprement insupportable. C'est le cocktail, hélas connu, entre l'alcool, c'est évident, la détention d'armes et une irascibilité, un comportement qui est dénué de tout civisme. Et qui s'explique comment, selon vous ?
Alors, je ne suis pas dans les cœurs et dans les âmes et dans les reins, je ne peux pas les sonder en permanence, mais là, tout de même, une querelle de voisinage aussi stupide qu'une place de parking qui se dénoue en tirant d'un côté un couteau et de l'autre côté en tirant 4 coups de feu, c'est absolument inadmissible. Il faut tout de même que les gens reviennent à des réalités qui sont la vie en société, qui n'est pas toujours facile, mais qui appellent de la part des uns et des autres, des personnes, mais des familles, des institutions, des associations, un sursaut civique, que les gens se supportent un petit peu. Alors évidemment, par rapport à tout cela, il faut que l'État agisse. J'ai d'ailleurs demandé à cet égard que dans le quartier de la vallée du Tir, j'en suis entretenu avec le directeur de la sécurité publique, des patrouilles plus importantes, plus nombreuses, effectuent des rondes dans les jours qui viennent pour que les esprits se calment si possible. Deuxièmement, il faudra quand même poser, avant de parler des armes, la question du commerce de l'alcool. Vous savez que pour l'instant c'est régi de façon chaotique, je dirais, par des arrêtés. La période, le week-end, la période voilà. en effet, n'est pas super propice à la sérénité pour qu'entre l'État et les diverses collectivités, nous mettions tout à plat, mais nous en avons la ferme volonté. Troisièmement, il faudra quand même qu'on règle la question du statut des nakamal, qui a des conséquences considérables. S'agissant des armes, puisque M. Lurel, en répondant à une question de M. Gomes, a évoqué la question début novembre, là aussi, je suis quand même consterné de voir qu'on a doublé le nombre de ventes d'armes et de munitions en Nouvelle-Calédonie, parce que M. Lurel avait rappelé une évidence, c'est-à-dire qu'il faut restreindre la quantité d'armes en circulation. Et pour vous, c'est vraiment utile, parce qu'on les avait libéralisées en 2009. Là, oui, on les avait libéralisées à partir d'une analyse funeste, et qui ne reposait pas sur une connaissance précise ni de proximité de la Nouvelle-Calédonie. D'un seul coup, il y a 6000 personnes en Nouvelle-Calédonie qui se sont découvert une passion pour la chasse et qui ont acquis des armes. Certaines personnes, il y en a plusieurs dizaines, ont 5 voire plus d'armes de chasse. Est-ce que c'est raisonnable? Pas du tout. Dans un pays comme celui-ci, qui a vécu ce qu'il a vécu, on peut respecter la chasse, respecter les pratiques culturelles et pour autant ne pas créer des artilleries qui peuvent faire l'objet de vols, puis après de détournements vers des usages qui porteraient atteinte à l'ordre public. Et on le voit bien. En tout cas, le monsieur qui, par exemple, a tiré sur la personne hier, avait une arme avec visée nocturne et silencieux. Est-ce que c'est bien raisonnable? Enfin, franchement, il faut revenir à la raison. Et j'approuve évidemment, je n'ai pas à l'approuver par construction professionnelle, mais j'ai travaillé pour donner tous les éléments au service du ministère des Outre-mer. Je peux vous dire que le ministère des Outre-mer travaille d'arrache-pied, avec ardeur et précision, à la préparation de ce décret qui découle d'une loi de 2012 pour le régime applicable aux armes. Et je regrette encore une fois qu'on ait en 2009 et 2011 appliqué bêtement ce qui se fait en métropole. Voilà, donc là on a parlé, disons, de prévention dans différents domaines. Et de répression aussi. Je vous ai parlé de patrouilles plus attentives. Vous allez poursuivre sur la répression. Je vous dis également qu'il faudra qu'on revoie, mais c'est plus au Congrès qu'il appartient de le faire. Vous voyez que c'est le devoir de vigilance qu'on évoquait tout à l'heure, le statut des nakamal et leur fonctionnement. Tout cela ne me paraît pas convenable. Bon, l'État a aussi la haute main sur la justice. Attendez. Le centre... La justice, c'est une partie de l'État, mais l'autorité judiciaire est différente de l'exécutif. Disons que c'est une compétence régalienne. Voilà, mais je n'ai pas la haute main sur la justice. Ce serait un viol de la Constitution. Le centre pour peines aménagées dans le Nord, c'est une certitude. Alors là, c'est une décision extrêmement positive du comité des signataires de 2012 qui a été reprise en 2013. Une mission est venue la semaine dernière. Elle a été reçue de façon extrêmement constructive par mes collaborateurs, naturellement, mais bien entendu aussi par le président de la province Nord. 4 terrains ont été identifiés, 2 ont été sélectionnés par la mission, et j'aurai sans doute assez rapidement un mandat de négociation de la garde des Sceaux pour l'acquérir. Après quoi, on entrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire la création d'une structure, je ne connais pas encore le qualificatif, on va dire une structure pénitentiaire pour le Nord, qui entre bien dans l'idée de rééquilibrage de façon générale, qui permettra surtout aux détenus d'être détenus au plus près de leur famille, qui permettra un meilleur travail des personnels pénitentiaires et des magistrats, bien entendu. La justice réclame aussi depuis fort longtemps une structure pour aider à la réinsertion des jeunes délinquants. Est-ce que c'est un dossier dont on parle? Alors on n'en parle pas assez à mon goût. C'est un centre éducatif fermé pour lequel l'État a prépositionné ou a préparé des crédits.
Je pense que là aussi, ça fait partie des sujets importants dont il faudra reparler concrètement après les échéances démocratiques importantes qui affectent la Nouvelle-Calédonie, notamment en mai prochain. Mais cette affaire doit être reprise par tous. En tout cas, l'État est très déterminé à pousser à nouveau ce dossier et à le rappeler à la mémoire de ceux qui l'auraient oublié, même s'ils en font aujourd'hui d'ailleurs un argument de campagne. C'est un point très important, mais il n'y a pas simplement cet aspect des choses, il y a toutes les structures qui permettraient de protéger les mineurs en danger et de prévenir ce que pourraient faire les mineurs délinquants. Vous voyez, il n'y a pas simplement le CEF, il y a tout un tas de structures d'accueil qui manquent en matière de prévention à la justice et à tous ceux qui veulent travailler à la sécurité dans ce pays. Alors il y a un terrain sur lequel on ne vous attendait pas trop, en fait, cette année, c'est celui de la vie chère. Et puis, en juin, sous votre égide, il y a un protocole d'accord qui a été signé. Cette semaine encore, la commission concernée, je ne sais plus le nom, il y a tellement de commissions. Oui, c'est une spécialité calédonienne, voilà, c'est le comité de suivi vie chère. Voilà, c'est réuni en toute discrétion, en fait, au commissariat. Pourquoi cette discrétion? Il y a encore des blocages. Pourquoi voulez-vous que nous fassions du bruit? Le bruit fait peu de bien, le bien fait peu de bruit. En général, quand on avance, on communique. Alors, oui, je me dis, il y a peut-être des blocages. Je ne suis pas fanatique de la communication, sinon vous m'auriez invité plus souvent. 2 fois en 10 mois, je n'ai pas usé votre studio. Vous êtes quand même venu 2 fois, d'autres oui, hommes politiques ou femmes politiques ne sont venus qu'une seule fois. Mais je ne suis pas un homme politique, madame. Je vous l'ai rappelé, je représente le gouvernement de la République. Enfin, nous ne sommes plus au temps d'Alain Perfit. Donc 2 fois en 10 mois, si ça vous paraît bien, c'est absolument parfait. D'ailleurs, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Donc, voilà, mais pour vous dire que je n'use tout de même pas votre studio. Donc la discrétion me paraît convenable lorsqu'on avance. On n'avance pas à pas. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fait à cet égard un travail tout à fait considérable, reconnu par tous les signataires du protocole du 27 mai dernier. Il y a encore des choses à faire. Il y a des points complexes. La réforme de la fiscalité, incontestablement, avec l'idée de la TGA. Le gouvernement a fait part, vous voyez, vous portez des jugements de valeur, le gouvernement a fait... Il faut bien entendu, mais aussi, bien entendu, donc tous ces points sont très importants aux yeux de tous les signataires, qu'ils soient les partis qui sont représentés au Congrès, comme l'intersyndicale, comme le monde patronal et le gouvernement d'ailleurs. Donc voilà des choses qui progressent. Il y a eu un travail considérable sur le gel des prix, sur le double étiquetage, sur la constitution d'une interprofession en matière de fruits et légumes, tout ça progresse. Donc voilà, on en a fait le constat. Nous nous reverrons dans 2 mois, suivant le calendrier dont nous avions convenu. Et d'ici là, vous devez revoir les banquiers. Alors nous revoyons nos amis banquiers. Pour diminuer les frais bancaires. Voilà, alors nous nous revoyons le 18 décembre. Je pense qu'il serait bien que les banquiers de la place fassent un effort un peu plus marqué que ce qu'ils ont l'intention de faire aux dernières nouvelles. Voilà, sinon, eh bien, mais je n'ai pas préparé d'arrêter, ce qui prouve que je suis, comme d'habitude, d'une candeur et d'une ouverture totale. Sinon, nous passerons par la voie de l'arrêté qui est prévu par la loi du 7 novembre dernier, qui a été reprise par le gouvernement à son compte. Voilà, si on peut éviter de passer par un arrêté, ça serait très bien. C'est assez complexe, ça porte sur 16 tarifs. C'est un point qui est très important pour les ménages, même si dans le panier de la ménagère, il n'occupe pas une place considérable. C'est un point symboliquement important et pour des ménages modestes, ça peut causer des difficultés réelles. Donc il faut que nos amis banquiers fassent un effort, mais je pense qu'ils y sont disposés. Alors à propos de réunions, de groupes de travail encore, il y en a une qui s'est tenue mercredi, je crois, à propos de la stratégie pays pour le nickel. Oui. Ça avance bien, vous avez parlé de quoi ? Ça avance bien dans la mesure où, vous savez qu'au dernier comité des signataires, le 11 octobre dernier, à Paris, M. Frogier a pris une initiative extrêmement importante, consistant à demander, avec un grand sens de réalisme et des réalités, qui a été repris par l'ensemble des signataires qui sont exprimés après lui, qu'il fallait commencer par le commencement et que les signataires, tous les signataires, y compris l'État, aient une vue plus claire de l'utilisation des réserves et des ressources, avec l'idée selon laquelle il convient que les ressources calédoniennes soient utilisées en priorité pour faire fonctionner les 3 + 1 = 4 usines, en comptant celle de Corée, qui sont détenues par des intérêts calédoniens, majoritairement, même s'il y a des grosses participations d'entreprises multinationales ou coréennes ou brésiliennes ou canadiennes. Donc cette attitude qui consiste à avoir une meilleure vue de l'utilisation des réserves et des ressources et de la commercialisation du minerai avec les différentes teneurs a commencé.
la semaine dernière et nous allons poursuivre par des travaux précis avec les mineurs, puis avec les métallurgistes, mais d'abord avec les mineurs, et nous nous reverrons là aussi dans un délai de 2 mois. C'est une façon différente d'aborder les choses pour envisager une doctrine nickel à l'échelon du pays. Monsieur le commissaire, merci. On va s'arrêter là. Ça passe Comme le très temps vite. passe vite avec vous. On aura peut-être l'occasion de vous réinviter et puis de parler d'autres sujets après les vacances. Donc, bonnes vacances. Merci vous beaucoup. étiez notre dernier invité politique de la saison. Demain commence notre grille d'été. Rendez-vous à 19h30 pour Info Soir, présenté par Nathalie Rougeau. Bonne soirée et bonne semaine. Au revoir.